Il est 12h30. On va commencer du coup ce webinaire sur l'écologie territoriale, quels outils juridiques et méthodologiques pour favoriser la transition. À mon tour, je montre ma bobinette. J'en profite pour dire bonjour aux trois présentateurs et présentatrices d'ailleurs d'aujourd'hui. Donc Agnès Rollin, Louis Chanz, j'espère que j'ai pas écorché ce nom de famille, et Amélie Jange, qui est une habituée des webinaires du CNFPT. Et tout de Bonjour à suite, tous. je passe bonjour. Et tout de suite, je passe la parole à Emmanuel Poncet, donc qui va nous dire 2-3 mots sur les formations du CNFPT qui sont mises en place. Bonjour à tous et bienvenue et merci aux trois intervenantes encore une fois. Oui, alors le CNFPT bien sûr sur cette thématique qui est assez transversale. Alors il y a un écho, Julien, si tout le monde pouvait couper son micro, ce serait très bien. Donc sur cette thématique assez transversale, bien sûr, ça concerne divers domaines de compétences des collectivités, environnementales, écologiques, donc transition écologique, énergétique, bâtiment, aménagement, etc. Donc sur ces différentes compétences, nous allons vous donner accès donc dans le compte rendu du webinaire, bien sûr, à une liste d'itinéraires et de stages qui sont concernés donc par ces problématiques juridiques et méthodologiques. Voilà. Sachant que le CNFPT continue ses chantiers, on va dire, de transformation de son offre pour aller vers une offre plus à distance, et notamment, donc là encore, Julien est aussi concerné, vers la transformation de certaines actions de formation sur les projets participatifs d'ENR qui seront proposés, si tout va bien et tout ira bien, au second semestre de l'année 2021, donc à distance, sur ces 3 modules qui existent déjà au format mixte. Voilà, Julien, j'ai terminé. Et bien sûr, je vais t'épauler pour relayer les questions dans les différentes séquences de ce webinaire. À toi, Julien. Merci Emmanuel. À propos de questions justement, j'en profite pour dire à nos 43 participantes et participantes, 45 maintenant, que bien sûr on ne peut pas vous donner tous la parole, on aimerait bien, mais vous avez un espace pour vous exprimer qui est donc le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à y relayer vos questions, vos remarques. Elles seront toutes portées à la connaissance de nos présentatrices par l'intermédiaire d'Emmanuel et de moi-même. Tout de suite, donc, Amélie, on te laisse la main pour ce webinaire et rendez-vous à la fin de la présentation pour les questions. Bon webinaire. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est un webinaire qui va se dérouler à plusieurs voix. Donc on va commencer par une petite présentation, puis je repasserai la parole à Louise pour l'introduction. Et voilà, on va intervenir toutes les trois au fur et à mesure, avant d'avoir un moment en fin de webinaire pour pouvoir échanger et pour pouvoir répondre à vos questions et avoir des témoignages également d'expérience. Donc je me présente rapidement. Moi, je suis consultante formatrice au sein de ma société AG EcoConsult, donc société de conseil, d'études et de formation. Je travaille particulièrement sur l'acceptabilité sociale et l'évaluation environnementale des projets et des planifications territoriales, donc auprès de tout type de porteurs de projets ou de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés, publics ou associatifs. Et j'intègre de façon novatrice l'économie circulaire dans les process et dans les méthodologies d'aménagement du territoire. Louise et Agnès, peut-être que je vous laisse vous présenter rapidement et comme ça Agnès et comme ça Louise, tu peux introduire peut-être. Parfait. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis avocate et formatrice spécialiste en droit de l'environnement. Donc j'interviens sur tous les sujets ICPE, eau, déchets, énergie renouvelable, biodiversité. Donc j'interviens tant auprès des entreprises que des collectivités territoriales. Et mon objectif c'est de mettre la stratégie juridique au service de la transition écologique et sociale. Et donc, Agnès, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour. Moi, je suis conseillère municipale déléguée à l'environnement sur la commune de Montbonneau, qui se situe dans l'Isère. Et j'ai plusieurs thématiques, dont la biodiversité et l'agriculture et l'alimentation. Merci Agnès. Donc l'objectif de ce webinaire, c'était de vous présenter plusieurs outils pour que vous puissiez contribuer à la transition et atteindre notamment 3 grands objectifs. L'objectif de neutralité carbone en 2050 qui impose de diviser les émissions de gaz à effet de serre par 6, et ça c'est un objectif qui est posé par le Code de l'énergie. L'objectif d'absence de perte nette de biodiversité qui est un objectif qui est posé par le Code de l'environnement. Et l'objectif d'atteindre 20% de produits bio dans la restauration collective à partir du 1er janvier 2022, donc dans moins d'un an. Et ça, c'est un objectif qui est posé par le Code rural, qui a introduit ça depuis la loi EGalim d'octobre 2018. Donc les collectivités, elles sont parfois un peu démunies pour atteindre ces objectifs, ne savent pas forcément comment faire. Et donc nous, notre but, c'est de vous donner une boîte à outils avec des outils juridiques et méthodologiques qui sont basés sur nos retours d'expérience de terrain et qui vont vous permettre de mener à bien la transition. Notre conviction aussi, c'est que au regard de l'urgence écologique et climatique, le temps du discours est révolu et qu'il est important d'actionner les leviers de transition maintenant pour construire un futur désirable tous ensemble. Donc après ces propos introductifs, je laisse la parole à Amélie qui prend la suite. Merci Louise pour cette introduction, effectivement. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, quels seraient les outils méthodologiques favorisant l'acceptabilité sociale du changement? Favoriser la transition écologique et énergétique des territoires va passer par une appropriation du et des sujets par leurs habitants et les acteurs et décideurs locaux. Il sera plus facile d'étudier et de proposer des projets en mobilisant et en impliquant les forces vives locales. Alors pour ce faire, il va être important de passer par 3 étapes essentielles. Oh, pardon, je vais trop vite. Donc la première étape, comprendre les fonctionnalités des territoires. Alors comment et pourquoi ? Donc tout d'abord, on peut s'appuyer sur la réalisation d'une étude de contexte afin d'identifier les acteurs locaux et leur expertise, ce qu'ils apportent et pourraient apporter au territoire, donc notamment en termes de développement et en termes de résilience, dans leurs activités, dans leurs potentialités, mais aussi dans leurs besoins, dans leurs contraintes. Donc cela va permettre de créer un réseau d'acteurs caractérisés sur lequel on pourra s'appuyer plus tard. Ensuite, il est très important de bien connaître les territoires et pour ce faire de réaliser donc un diagnostic notamment indépendant afin de comprendre sa transversalité, de rechercher ses potentialités, encore une fois en développement comme en résilience, d'identifier les besoins de préservation et donc de mettre en adéquation les activités existantes avec de nouvelles activités et avec des activités à modifier ou à améliorer, des activités existantes déjà présentes mais à améliorer. Enfin, le croisement de ces études va permettre d'élaborer des projets d'écologie territoriale, donc avec une déclinaison de programmes d'action à proposer aux acteurs locaux, aux entreprises, donc aux associations, aux décideurs, aux citoyens, et de mobiliser tous les acteurs autour de ces projets pour leur mise en œuvre. Et cela va passer par l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme d'action. Ensuite, la seconde étape va consister en l'animation de la concertation territoriale. Donc c'est une étape essentielle pour la réussite des projets, notamment des projets novateurs. En effet, donc ces projets peuvent impliquer des changements importants pour les usagers des territoires dans l'organisation des activités. Par exemple, la consommation de produits locaux en circuit court, donc de nouveaux produits, des changements dans le quotidien, par exemple sur le transport, sur l'écomobilité, etc. Ces changements doivent être explicités et accompagnés pour que la transition puisse se réaliser en douceur et soit aussi gage de réussite. L'objectif est de mettre vraiment en œuvre les projets et qu'ils s'inscrivent dans la durée. Ainsi, on va avoir plusieurs actions. Donc, on va forcément passer par l'amélioration de l'acceptabilité sociale des projets. Tout ce qu'on peut anticiper comme risque d'opposition va permettre une efficacité en gains financiers et en durée, donc une meilleure réussite des projets à plus court terme.
terme. Et cela se met en œuvre par un plan de concertation. Donc un plan de concertation qui va être imaginé avec tout type d'outils, type réunion d'information du public, des expositions de présentation de projets temporaires, des visites sur site, de terrain, etc., de sensibilisation aux enjeux des territoires, une organisation de groupes de travail thématiques, etc. L'important, ça va être d'animer avec transparence et expertise indépendante les différentes actions qui seront mises en place. Cela va permettre de faciliter l'intégration de projets novateurs sur les territoires. Alors, je souhaiterais pouvoir accéder à un lien, donc je vais partager un écran. Donc, on a une nécessité de changer de paradigme sociétal. Louise l'a rappelé tout à l'heure avec les objectifs réglementaires, dont certains à très court terme. Bon, on constate au quotidien que notre modèle d'économie actuelle, qui est une économie, ce qu'on appelle linéaire, est limité dans le temps. Les ressources naturelles sont évidemment épuisables et on constate des impacts négatifs, notamment sur les changements climatiques et les problèmes de gestion des pollutions. Donc il est d'autant plus important de sensibiliser les acteurs locaux, les citoyens, à ce changement de paradigme et à de nouveaux projets. Est-ce que vous voyez, du coup, c'est un site qui permet de calculer son empreinte écologique. Donc, peut-être que vous le connaissez ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque on va avec plusieurs indicateurs, en fait, comprendre son empreinte écologique et les aspects sur lesquels travailler. Donc, je vais vous le passer rapidement. Hein. De toute façon, vous aurez les liens. Ce qui est intéressant, c'est que on va vraiment mettre l'accent sur les points clés sur lesquels travailler. Donc, par exemple, la consommation de protéines animales. Ensuite, les ingrédients non transformés, non emballés, produits localement, donc sur la consommation, le type de logement, individuel, collectif, etc. Je passe assez rapidement, hein, mais je vous invite à faire vous-même votre calcul parce que c'est assez intéressant. Le matériau, donc sur les logements, le matériau de construction, le nombre de personnes dans les foyers, la surface, sur l'électricité, l'efficacité énergétique, sur le pourcentage d'électricité issue de sources renouvelables. Donc, on a vraiment un petit diagnostic à son échelle, en fait, sur les déchets, sur la distance, la mobilité, le carburant, les activités, quand il y a du transport en commun, le voyage, enfin voilà. Il y a plusieurs indicateurs qui vont impliquer en fait qui vont impliquer un résultat sur le jour de dépassement. Donc vous en avez peut-être entendu parler. L'année dernière, le jour de dépassement était au 22 août de mémoire 2020. Donc ce qui signifie qu'en fait au 22 août, on avait consommé toutes les ressources dont on avait besoin pour vivre dans la façon dans laquelle on vivait actuellement. Et donc ça veut dire qu'on vit à crédit des ressources en fait. Donc ça c'est quelque chose, c'est un modèle effectivement qui n'est plus envisageable. Ensuite, donc il est important également de pouvoir intégrer dans les entreprises, notamment donc le principe de responsabilité sociétale de l'entreprise. Pour mémoire, c'est une réponse de l'entreprise aux enjeux du développement durable. Donc, une entreprise qui va pratiquer la RSE va chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Donc, ça peut passer en fait par l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales aux activités commerciales. Et donc, ça, c'est valable en fait que ce soit dans le privé, dans le public. On peut avoir une démarche bien sûr volontariste et on peut même aller plus loin dans de la normalisation pour s'aider en fait de la mise en œuvre de ces indicateurs. Et ce sont des éléments qui sont aussi valorisables pour les territoires et pour les activités. Et enfin, très important pour la concertation, il faut l'accompagner, accompagner cette concertation pendant toute la durée de vie d'un projet. Donc, il est important d'expliquer bien en amont tous les tenants et les aboutissants des projets, mais en aval.
et pendant toute la réalisation. On se rend compte aussi par expérience que les acteurs ont besoin d'informations et de savoir ce qui se passe en fait sur les territoires, de savoir comment ça se passe. Et c'est vrai que souvent on met beaucoup d'actions en amont, ce qui est tout à fait légitime, mais il est important de pouvoir aussi continuer à mesurer la satisfaction par exemple des personnes, etc. J'y viendrai en fin de webinaire. Et donc cette concertation s'accompagne évidemment de beaucoup de pédagogie avec les acteurs et les riverains des territoires concernés et une précision aussi avec des services instructeurs lors par exemple de demandes d'autorisation. Enfin, la troisième étape consisterait en imaginant une circularité des ressources. Comment on peut le faire en intégrant le principe de l'économie circulaire dans la gestion et l'aménagement des territoires. Donc, on va reprendre ces principes et on va les appliquer à de l'aménagement. Donc, déjà, on va faire le recensement des besoins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le diagnostic des territoires et comprendre ce qu'on peut y apporter et ce qu'on peut utiliser, réutiliser. On va vouloir changer les méthodes en gagnant en efficacité et en étant le plus dans cette démarche de résilience en fait et de moindre impact sur ces territoires. Cela va passer par aussi une éco-conception des produits. Donc le mot produit peut être comment dire réfléchi au sens large du terme. C'est pas forcément un produit. Un produit peut être aussi une idée, peut être aussi une action. On va vraiment avoir cette démarche d'éco-conception. On va avoir la démarche de réutilisation des ressources. Donc c'est-à-dire de bien identifier en fait tous les usages possibles des ressources et quand on a un produit, quel qu'il soit, d'en identifier toutes les composantes et de pouvoir réutiliser éventuellement des composants. Donc ça se passe par le recyclage aussi, la réutilisation et donc de mettre en œuvre aussi un meilleur recyclage des déchets. Donc ça passe par une identification de ce qu'on peut appeler déchets. En fait aujourd'hui ça s'appelle déchets mais demain ça peut s'appeler ressources et donc réutilisation de ces ressources. Donc, pour faire toutes ces choses, on va développer des outils transversaux et des actions avec les différents acteurs. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à la création et l'animation d'un réseau d'acteurs caractérisés. Quand on connaît bien tout ce que chacun fait sur le territoire et les besoins et les contraintes, on peut beaucoup plus facilement les mettre en lien. On peut utiliser l'outil de l'analyse du cycle de vie dans les productions locales. Donc, là, j'ai un lien, mais je vous le montrerai peut-être tout à l'heure parce que je suis en train de dépasser mon temps déjà. Donc voilà, pour mieux appréhender en quoi ça consiste, c'est-à-dire vraiment la meilleure connaissance de tout le cycle de vie d'un produit, de son extraction, de sa production, de son utilisation et de ce qu'on va en réutiliser et potentiellement de recycler et de mutualiser les compétences et les ressources sur les territoires. Donc je termine sur le fait d'arriver à l'écologie industrielle et territoriale en privilégiant les réseaux locaux et en utilisant les outils juridiques existants pour favoriser la transition. Je vais juste par contre prendre une minute pour ma petite vidéo sur l'écologie territoriale et industrielle. Malheureusement, on n'entend rien là, Amélie. Hein. On entend... Ouais. Tu sais ce que tu peux faire, ce que je te conseille, Amélie, c'est de donner plutôt l'URL de cette vidéo. Et puis, ouais, parce que là, c'est un peu galère de l'avoir sans le son. Donc, je te propose de partager l'URL et puis de passer directement à l'intervenante suivante. C'est ça, voilà. Et pendant ce temps, j'invite nos 58 participantes et participants à poser leurs questions, s'ils en ont, dans l'onglet conversation qui se situe en bas à droite. Voilà, je vais transmettre le lien et je passe la parole à Louise pour les outils juridiques. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais parler des outils juridiques qui sont utilisés par les projets de transition écologique. C'est vrai que c'est une problématique qu'on se pose pas forcément en ces termes. En général, on parle des projets lorsqu'on a les résultats et qui sont assez inspirants. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu la démarche inverse, c'est-à-dire de regarder les projets et d'aller voir quels outils juridiques ils ont utilisés pour protéger la biodiversité et puis pour être aussi des acteurs de la résilience alimentaire. C'est vrai que bon, c'est pas du tout quelque chose d'exhaustif.
l'idée aujourd'hui, c'était d'axer sur 4 outils. Donc, il y a 2 outils où les collectivités territoriales ont été acteurs de la protection de la biodiversité, de la nature, et 2 outils où les collectivités territoriales ont été des acteurs de la résilience alimentaire et d'une agroécologie voilà, en pratique. Donc, le premier outil dont je voulais vous parler, il a été utilisé pour protéger une zone humide en Savoie, pour protéger la biodiversité et les espaces naturels, et bien sûr tous les services écosystémiques qui sont liés à une zone humide. Si vous connaissez un peu les zones humides, vous savez que le fait d'assécher une zone humide, c'est pas nécessaire d'avoir une autorisation pour assécher une zone humide si c'est en dessous de 1000 m². En fait, la réglementation en droit de l'eau, elle met des seuils et donc toutes les zones humides qui existent aujourd'hui en France ne sont pas protégées par la réglementation. Et lorsqu'on veut aller plus loin pour protéger tous les bienfaits et les externalités positives que procure une zone humide, on peut utiliser ce contrat qui est donc un contrat intégrant des obligations réelles environnementales. Donc c'est un contrat qui a été créé par la loi biodiversité de 2016. Donc je vous ai mis l'article du Code de l'environnement qui prévoit ce contrat. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit le titre, à savoir obligation, ce n'est pas du tout une obligation réglementaire. C'est bien un outil contractuel, donc basé sur le volontariat. Quel est l'objet de ce contrat? Donc, selon le Code de l'environnement, l'objet de ce contrat, c'est le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Donc, c'est vraiment l'objet principal du contrat, c'est la préservation de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Qui peut conclure ce contrat? Donc, ça peut être tout propriétaire de biens immobiliers qui ont des terrains naturels et agricoles, avec une collectivité, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Donc, étant donné que ce webinaire est plutôt à destination des collectivités territoriales, j'ai mis collectivité, mais bon, sachez que c'est aussi pour les établissements publics ou les personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui doit être intégré dans ce contrat? Il y a plusieurs éléments. D'abord, on doit faire figurer la durée des obligations, qui est de maximum 99 ans, les engagements réciproques des co-contractants et les possibles révisions ou résiliations du contrat. Ce qui est important aussi, c'est que ce soit signé devant le notaire, ça c'est une obligation, en sachant que les taxes, on va dire classiques qu'on doit payer lorsqu'on va chez le notaire, ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de payer de taxes de publicité foncière ou de droits d'enregistrement. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez conclure une obligation réelle environnementale aussi alors qu'il y a un bail rural sur le terrain. C'est-à-dire que si vous, en tant que collectivité, vous avez des baux ruraux avec voilà, sur les terrains d'emprise agricole de votre collectivité, vous pouvez aussi conclure des obligations réelles environnementales sur ces emprises agricoles. Donc les avantages de ce contrat, c'est qu'il est adaptable. La liberté contractuelle permet d'adapter, on va dire, toutes les obligations de préserver la biodiversité aux enjeux du terrain. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que vous allez forcément vous adapter. Si c'est une zone humide ou si c'est une forêt ou si c'est un verger, vous n'allez pas conclure le contrat de la même manière. Donc c'est très adaptable à toutes les situations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'obligation réelle environnementale peut servir de compensation. Vous savez que maintenant, quand les projets immobiliers, d'infrastructures, etc., portent atteinte à la biodiversité, il y a une obligation d'éviter ou de réduire, et si cela n'est pas possible, de compenser ces atteintes à la biodiversité. Et donc, ce contrat, cet outil contractuel peut servir de compensation biodiversité. Donc ça, ce sont des avantages assez intéressants de cet outil contractuel, en sachant que les limites, c'est aussi que c'est un outil contractuel. C'est-à-dire que tout contrat peut être résilié, et donc forcément, en cours de vie du contrat, eh bien, le contrat peut prendre fin. Mais de toute façon, il faudra respecter les conditions de résiliation. Donc, en fonction de la rédaction de la clause de résiliation, cela peut être difficile de résilier le contrat avant la fin. Et enfin, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le contrat est lié au terrain. C'est-à-dire que si le propriétaire change de main,
si le terrain, voilà, qui est terrain naturel et agricole qui est protégé par ce contrat est vendu, cela ne change rien aux obligations qui existent, car c'est bien des obligations qui sont attachées aux biens immobiliers. Et donc, c'est un gage de pérennité des engagements, ce qui peut être intéressant parce que si on va sur un contrat qui oblige le maintien d'une zone humide pendant 99 ans, c'est une durée voilà, extrêmement, enfin, on va dire très longue par rapport aux autres outils que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, je passe au deuxième outil juridique. Donc là, c'est un projet qui est assez intéressant dans les Pyrénées-Orientales, autour de Perpignan, où c'est carrément 300 hectares qui ont été protégés, 300 hectares d'espaces naturels et agricoles. Et donc l'idée, les objectifs de ce PAEN, ce qu'on appelle un PAEN, c'était de préserver le foncier qui était menacé par la pression urbaine. Vous imaginez, c'est toujours en zone périurbaine qu'il y a énormément de menaces sur les espaces naturels et agricoles pour l'artificialisation des terres. Et donc là, c'était de préserver 300 hectares de foncier et de coordonner les actions des acteurs locaux pour une agriculture locale et un environnement de qualité. Donc l'outil juridique, c'est le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. C'est un outil qui est assez ancien et qui est très intéressant parce qu'il est très protecteur. Donc il peut être mis en place par un département ou un établissement public. Et le but, c'est bien de préserver efficacement et de valoriser les espaces agricoles et naturels dans un contexte périurbain. Donc concrètement, on parle de délimiter un périmètre d'intervention et de mettre en œuvre dans ce périmètre d'intervention des programmes d'action. Bon, il est évident, bon, c'est vrai que on va dire que si on lit le titre, on comprend que ça concerne effectivement des espaces naturels et agricoles, ce qui suppose, et c'est prévu par le Code de l'urbanisme, qu'on ne peut pas intégrer des zones U ou AU du PLU. On ne peut pas non plus intégrer dans ce périmètre les périmètres des zones d'aménagement différé. On ne peut pas non plus intégrer des secteurs constructibles délimités par une carte communale. Donc, c'est vraiment tous les périmètres qui sont en dehors de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire bon, toutes les zones agricoles et naturelles. Donc, comment ça se passe concrètement? Quelle est la procédure à respecter? Donc, bien évidemment, la personne publique qui va mettre en place ce périmètre doit prendre une délibération. Donc, soit le département, soit l'établissement public. Mais pour prendre cette délibération, il faut respecter plusieurs étapes. Et l'étape la plus importante, c'est l'accord des communes sur lesquelles ce périmètre est mis en place. Donc, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunaux compétents en matière de PLU doivent donner leur accord. Et puis après, bon, comme la plupart des planifications urbaines, il faut aussi demander les avis des établissements publics compétents. Donc là, il faut demander l'avis de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale. Il faut demander l'avis de la Chambre d'agriculture, l'avis de l'ONF s'il y a un périmètre qui comprend des parcelles soumises au régime forestier, et l'avis de l'organe de gestion du parc naturel ou du parc naturel régional si le parc est situé dans ce périmètre. Donc, ce qui est intéressant, et c'est vraiment un des avantages importants de cet outil, c'est qu'il donne un droit de préemption spécifique. Et donc, vous pouvez acquérir les terres pour pouvoir les protéger sur le long terme. C'est aussi un périmètre très protecteur car le retrait de parcelles qui sont situées dans ce périmètre requiert un décret ou une déclaration d'utilité publique. Donc voilà, c'est quand même des projets assez lourds, un décret ou une DUP, c'est quand même des éléments qui sont assez difficiles, on va dire, en tout cas longs à mettre en place. C'est pas du tout la même chose que juste reprendre une délibération par le département ou par l'établissement public. Donc c'est vraiment une vocation protectrice très forte et c'est très intéressant parce que ça peut être aussi mis en place sur des terrains extrêmement vastes. C'est vrai que 300 hectares dans les Pyrénées-Orientales, c'est intéressant. Je crois qu'il y a certains projets qui sont allés jusqu'à 420 hectares. 420 hectares, pardon. Et donc, voilà, tout ça, ce sont les avantages, on va dire, de cet outil. Et une des limites, c'est qu'il n'y a pas de fonds supplémentaires pour les programmes d'action. Mais donc, cette limite peut être compensée par un budget spécifique qui serait alloué par la personne publique qui met en place ce périmètre. Le troisième outil que je voulais vous présenter, c'est un outil qui est particulièrement intéressant. C'est une régie agricole municipale.
Donc c'est une régie qui a été mise en place par la commune de Moinsartou, Oui. qui est située dans le périmètre, dans le département des Alpes-Maritimes. Et Oui. donc, Juste un petit pointant, il reste 30 minutes. oui, c'est bon, parfait. Voilà. Et donc, l'objectif de la commune de Moinsartou, c'était de construire une souveraineté alimentaire sur le territoire. Et la régie agricole municipale, qui est sur 6 hectares, fournit 1 millier de repas quotidiens servis en restauration collective, 100% bio et sans surcoût pour la commune. Donc vous savez qu'il existe un principe de libre administration des collectivités territoriales et la commune peut donc choisir le mode de gestion de ses services publics. Donc elle peut choisir soit une gestion directe, soit une gestion déléguée, c'est les délégations de services publics, soit une régie. L'esprit de la régie, c'est que la commune crée un service public local et va confier ce service public, la gestion de ce service public local, à un organisme créé spécialement à cet effet. Donc les régies municipales agricoles existent maintenant à Moinsartou, à Vannes, à Toulouse, dans certaines communes aussi de Seine-Maritime. Donc c'est on va dire un modèle juridique qui prend de l'ampleur, tout simplement parce que c'est assez simple. En fait, vous allez créer par délibération municipale la régie, vous allez arrêter les statuts de la régie et les règles de fonctionnement, et puis après, la régie va pouvoir entrer en fonctionnement. Donc, c'est ce que j'ai indiqué sur la slide. Le retour d'expérience de Moinsartou, c'est que la gestion en direct par la mairie est vraiment facilitante parce qu'il n'y a pas de budget spécifique, pas de structure juridique séparée, pas de marché public. Donc, pour les petites communes qui n'ont pas forcément de juristes pour gérer les marchés publics ou de services dédiés aux marchés publics, c'est assez intéressant. En plus, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un fonctionnement très simple, c'est-à-dire qu'on a la production agricole, la récolte et la livraison aux cuisines. Donc c'est vraiment extrêmement direct et un circuit très court. Et la production en réel suit la demande des cantines. Donc voilà, ça est quand même, on va dire que le retour de la commune, c'est qu'ils sont extrêmement satisfaits de ce fonctionnement. Et ce qui est intéressant pour vous donner une vision un peu globale, c'est que la commune a aussi augmenté la surface des terres agricoles de son PLU, c'est-à-dire que quand l'État est passé de son POS à son PLU, elle a augmenté de 183% les terres agricoles. Donc ça, c'est dans le cadre de son projet alimentaire territorial. Elle a aussi pris une délibération pour aider financièrement la conversion au bio. Et elle a aussi acquis du foncier. C'est ce qui lui a permis, via le droit de préemption, d'acquérir on va dire du foncier agricole suffisant pour mettre en place la régie agricole. Et donc par la suite, ils ont recruté d'abord un salarié. Maintenant, il y a 3 salariés équivalents temps plein, qui sont des salariés communaux et qui donc développent des cultures de légumes en plein champ en agriculture biologique. Donc voilà pour le 3e outil. Et le 4e et dernier outil, qui va faire le lien avec la présentation suivante, qui est le témoignage d'Agnès Rollin, c'est le projet de ferme communale de Montbonneau-Saint-Martin, qui est situé en Isère, à côté de Grenoble. Donc l'idée de cette ferme communale, c'était de favoriser une activité maraîchère bio et les circuits courts. Et pour cela, ils ont utilisé l'outil du bail rural à clause environnementale. Donc, contrairement à l'outil contractuel que je vous ai présenté en premier, qui est vraiment centré sur la préservation de la biodiversité, le bail rural à clause environnementale, c'est un outil, on va dire, qui est accessoirement environnemental. Le but principal du bail rural, c'est l'exploitation agricole, et accessoirement, on va avoir des clauses environnementales. Donc, ces clauses, l'objet de ces clauses, ça va être préserver la ressource en eau, préserver la biodiversité, les paysages, la qualité des produits, prévenir les risques naturels et aussi potentiellement maintenir un taux minimal d'infrastructures écologiques. Donc c'est visé par le code rural. Les infrastructures écologiques, ça peut être des vergers, des haies, des bosquets, des murets, des mares, voilà. En tout cas, c'est visé par le code. Et ce qui est aussi pratique, c'est que ces clauses environnementales peuvent être introduites à tout moment dans le baux ruraux. C'est-à-dire que si vous, au sein de la collectivité territoriale, vous avez des baux ruraux qui sont actuellement en cours, vous pouvez tout à fait aller voir le preneur à bail, et leur proposer d'intégrer des clauses environnementales dans les baux, par avenant. Mais bon, il faut quand même garder en tête qu'il faut avoir l'accord des 2 parties, mais voilà, c'est une négociation contractuelle, donc c'est tout à fait possible d'intégrer une clause environnementale en cours de bail. Et donc, quelles sont les clauses qui peuvent être intégrées? Il y a 16 clauses qui sont listées par le Code rural. Je ne vais pas vous les lister parce que ce serait un peu laborieux, mais je vous en cite juste 3.
il peut y avoir une clause environnementale pour le non-retournement des prairies. Il peut y avoir une clause sur la limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires, ou encore pour favoriser l'agroforesterie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bail qui va pouvoir à la fois être agricole et préserver l'environnement, et que bon, il faut quand même garder en tête que c'est important de faire un état des lieux d'entrée, parce que bon, comme tout bail, logiquement, on fait un état des lieux d'entrée. Alors c'est vrai que dans le monde agricole, c'est pas forcément fait de manière systématique, mais quand on intègre des clauses environnementales, c'est vraiment conseillé, parce que si vous intégrez par exemple l'obligation de créer un verger, bon, ça se voit. Mais bon, si vous avez l'obligation de préserver tel mare, etc., sur des hectares où ça peut être assez laborieux de tout visiter à chaque fois, c'est important de faire un état des lieux pour savoir ce qui est là au début et ce qui va être ensuite réalisé. Donc les avantages de cet outil, c'est la liberté contractuelle, à tout moment le fait de pouvoir négocier l'intégration des clauses environnementales, et aussi que ça puisse être lié à l'obligation réelle environnementale. C'est-à-dire qu'un bail rural, c'est minimum 9 ans, mais une obligation réelle environnementale, ça peut aller jusqu'à 99 ans. Donc, si vous arrivez à négocier avec votre preneur à bail la mise en place de mesures visant à favoriser la biodiversité et la préservation de l'environnement, vous pouvez aussi doubler votre bail rural d'un contrat d'obligation réelle environnementale sur le plus long terme, comme ça, vous préservez l'environnement sur une durée très longue, ce qui sera plus opérationnel. Donc voilà, j'en ai fini pour moi. Et je passe la parole à Agnès Rollin, qui va présenter justement le projet de ferme communale que je viens d'évoquer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Enfin, rebonjour. Alors moi, je vais vous présenter notre projet qui a déjà 11 ans. Enfin qui a commencé, qui a démarré il y a 11 ans sur une terre agricole qui appartenait à la commune, mais qui n'était pas exploitée par la commune. Donc nous avons déjà testé notre idée de créer cet espace de biodiversité de 4,5 hectares avec les acteurs et les différents acteurs institutionnels qui ont trouvé que c'était très bien comme idée. C'était assez innovant à l'époque. Maintenant, tout le monde parle des circuits courts, etc. Mais à l'époque, c'était un petit peu innovant. Il a fallu déjà récupérer le foncier, parce que le foncier, c'est le nerf de la guerre, et ces 4,5 hectares étaient utilisés par cet agriculteur pour faire du maïs, donc en conventionnel, et nous avons négocié avec eux, et ils ont été fort charmants de bien vouloir nous rendre ces terrains, moyennant une convention d'occupation du domaine public, qui était temporaire pendant 3 et même 4 ans en ce qui concerne la ferme, pendant laquelle nous leur avons demandé de planter autre chose que du maïs, de la luzerne en l'occurrence, pour assainir le terrain. On a fait également d'autres choses, donc ça s'est bien passé. Et sur ces 4,5 hectares, on a commencé à créer des jardins familiaux qui marchent maintenant depuis 10 ans, 85 jardins, un verger qu'on a confié à une association, un verger conservatoire qui n'est pas traité, et donc depuis aussi un rucher associatif. Et la ferme est arrivée, donc c'était une idée quand même assez innovante qui venait du fait qu'on avait constaté que nos AMAP avaient bien du mal à trouver localement des produits bio, du maraîchage bio. Donc on s'est dit, pourquoi pas le faire? Et on a également voulu proposer, donc ça c'était un petit peu quand on a cherché les candidats, on a voulu proposer l'accès au foncier à des jeunes qui n'étaient pas issus du milieu agricole. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant dans cette mouvance qui est tout à fait positive de réappropriation de la terre, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres métiers, et c'était le cas chez nous. Donc, le conseil municipal a approuvé cette idée de construction d'une ferme communale qui s'adjoignait aux autres projets qui étaient déjà mis en place en 2012, et on s'est engagé dans la construction de cette ferme. Néanmoins, nous avons travaillé avec la Chambre d'agriculture pour faire une étude de faisabilité économique. C'est un minimum pour savoir si c'était viable pour les gens qui allaient s'installer, une étude des bâtiments, etc. Donc, nous avons pris des exemples, on a été se renseigner et puis prendre modèle sur d'autres maraîchers qui avaient fait de l'autoconstruction et qui avaient une analyse critique sur ce qu'ils avaient fait. Autant se servir de ce que les autres ont déjà expérimenté. Et on a souhaité faire un bâtiment, donc de faire en sorte de
de construire un outil de production complet qui serait à disposition donc de jeunes et non issus du milieu agricole et qui n'auraient pas forcément les moyens d'investir dans des bâtiments. Donc nous avons construit un bâtiment de production, un hangar de stockage. Il a fallu faire en sorte de se conformer aux réglementations puisque nous sommes dans une zone d'inondation contrôlée, donc il a fallu surélever le terrain. On a eu beaucoup d'aléas. Ça a coûté finalement assez cher, mais puisqu'il y a certainement beaucoup d'employés, de techniciens territoriaux dans l'Assemblée, tous les projets ne sont pas obligés d'être dimensionnés de la même façon. Il faut savoir qu'il faut vraiment, d'une part, avoir envie, d'autre part, avoir envie de se lancer et dire aux élus que c'est pas infaisable et que tout est possible on peut dimensionner de différentes façons. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Alors là, nous, ça nous a coûté assez cher du fait des particularités du terrain, rehaussement, etc. Faire venir l'eau potable. Bon, il a été un petit peu subventionné à 17%, à hauteur de 17%. Alors cette ferme a ouvert fin 2014, on l'a inaugurée en 2015. Elle a accueilli une première société qui était une EARL et qui comportait 2 personnes et puis parce qu'il y en a une autre qui est partie. Les relations entre les maraîchers, entre les porteurs de projets, c'est pas toujours simple. Et cette ferme marche très bien. Elle était toujours au-delà des plans à 6 ans. Enfin, c'était vraiment rentable au niveau économique, avec un modèle économique qui a été construit sur du maraîchage diversifié à disposition des individus. C'est pas pareil qu'à Moins-Sartou où c'est une régie qui fournit la restauration collective. Nous, là, dans un premier temps, c'est pour les habitants. Viennent à peu près, il y a la moitié des gens qui viennent de Montbonneau quand on fait une petite statistique sur les ventes directes, et l'autre moitié qui viennent d'une quinzaine d'autres communes aux alentours. Voilà. Donc à l'époque, j'avais pas souhaité qu'on mette un espace de vente directe parce que j'avais perçu, c'était un moment où on construisait également, il y avait l'ouverture de 2 magasins de producteurs et je sais qu'il y avait un petit peu ça grognait un petit peu par rapport à la concurrence, donc on n'avait pas fait, on l'a fait après, on a adapté les bâtiments, on le fera encore plus tard de façon plus complète. Donc on a été aidé pour le choix des candidats initialement, après ça s'est fait un petit peu comme ils se sont repassés la chose, et maintenant c'est une deuxième société qui est une société construite en GAEC. Alors ça marche toujours aussi bien. Maintenant, c'est plus uniquement la revente au magasin, fourniture des AMAP et vente directe, un tiers. Maintenant, c'est plutôt vente directe la moitié et le reste pour l'autre moitié. Ils ont mis également un atelier de poules pondeuses qui marche aussi très bien. Et on a en cours de route accueilli au sein du bail rural, donc ils signent le bail rural également, donc ils sont 3, donc les 2 maraîchers et un apiculteur qui se partagent le bail rural. On a essayé d'être modéré au niveau du prix qui a été négocié avec les responsables du département, les responsables de la Chambre d'agriculture et nous-mêmes. C'est un prix de bail concerté et pour aider les agriculteurs, les 2 maraîchers, ça marche bien, mais les salaires sont pas énormes. On a également mis à disposition, moyennant un loyer très modeste, un logement communal pour qu'ils puissent être logés à proximité, parce que notre commune est quand même assez chère au niveau du foncier. Donc, on a des projets, mais si vous pouvez passer la diapositive suivante. Voilà, donc vous avez compris que le nerf de la guerre, c'est d'une part le foncier, mais aussi le pouvoir de faire des élus et la volonté de le faire. Et ça, c'est important, et quand on veut, on peut. Si une chose à se rappeler, c'est ça. Qu'il ne faut pas rester tout seul et qu'il faut effectivement que ce soit une démarche concertée. Voilà. Et puis donc au niveau de la maîtrise du foncier, il y a plusieurs outils. Nous, c'était à nous, mais il y a également quelquefois la préemption pour faire différents projets. Alors par rapport au bâtiment, nous avons souhaité qu'il soit le plus écologique possible et nous avons d'ailleurs eu un modèle, un trophée bois pour cette ferme qui est toute construite en bois du Vercors. C'est le charpentier qui avait également les forêts qui est venu
qui a exploité ses forêts, qui a fait ses bois, enfin dans sa scierie, et qui est venu nous monter cette ferme qui est tout en bois de Vercors. Et on y a mis également des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et donc on a fait, c'est la commune qui a financé le forage du puits pour l'irrigation. L'irrigation elle-même, les tuyaux dans le sol et les serres avaient été autoconstruites par les maraîchers qui se sont que nous avons rachetés en décembre dernier, de façon à être propriétaires de l'intégralité de l'outil de production et de permettre ainsi la possibilité de passer d'un producteur à un autre sans que ça leur fasse trop de frais. C'est pas une ferme-école, parce qu'ils peuvent rester le temps qu'ils veulent, mais c'est en même temps quelque chose qui peut constituer un tremplin. Voilà. Et il y a d'autres projets, si vous pouvez passer la suite. Donc voilà, on n'est pas les seuls. Et récemment, j'ai reçu beaucoup de communes environnantes qui souhaitaient faire la même chose. Et je les encourage à le faire. Mais il y en a d'autres qui se sont lancés sur des projets un petit peu différents. Donc à Saint-Martin-du-Riage, qui est une commune proche et qui est dans notre communauté de communes, eux, ils ont préempté une ferme dont le propriétaire, enfin l'exploitant, partait à la retraite, et ils en ont fait une ferme pour faire du maraîchage bio, bien sûr, et de l'hébergement. Et puis sur Crolles, une autre commune proche de notre secteur, la commune, elle, a mis à disposition un terrain avec un bail précaire, parce que je crois qu'au PLU, c'est pas tout à fait en agricole, mais néanmoins, il y a l'eau sur le terrain, la maraîchère, enfin non, c'est pas une maraîchère puisqu'elle fait des jeunes plants, la productrice a pu installer des serres et puis monter son exploitation. Elle avait commencé d'ailleurs dans un petit morceau de la serre de notre ferme communale quand elle n'avait pas de terrain à elle. Et ça a permis, par discussion entre élus, que la ville de Crolles puisse lui trouver un petit bout de terrain pour s'installer. Maintenant, bon, elle est installée depuis plusieurs années. Sur notre territoire également, le projet alimentaire interterritorial du bassin de grenoblois, donc PAIT. Alors les PA, nous, c'est I parce que c'est interterritorial, mais sinon les PAT, c'est quelque chose qui émane de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, l'article 39, si je ne me trompe. Et donc, nous, là, au niveau de tout ce grand territoire qui constitue 750 700 habitants, 272 communes, c'est en fait un cadre de travail collectif pour des actions partenariales cohérentes autour de l'alimentation. Donc, ça veut dire essayer d'avoir essayer de faire évoluer les techniques culturales, c'est trouver des outils communs comme racheter l'abattoir, c'est trouver un lieu de stockage, c'est énormément d'actions qui sont en cours et qui vont permettre peut-être d'arriver à répondre aux exigences de la loi Egalim, c'est-à-dire que pour avoir plus de bio dans nos cantines, il faut en produire plus. Il faut donner les moyens aux producteurs d'en produire plus. Il y a également le PAEN qui est en train de se mettre en place sur le territoire du Grésivaudan, qui sera piloté aussi par le département. Il y a plusieurs communes qui sont volontaires, et ça c'est en cours c'était pas tout à fait le même nom, mais Louise en a parlé aussi, qui sont en cours de mise en place pour protéger les espaces agricoles et naturels périurbains sur 30 ans. Et voilà, et donc on va bientôt, en 2023, construire une extension de notre ferme, parce que nous avons négocié avec l'exploitation de la carrière qui est sur notre territoire, qu'ils nous restituent les terrains à l'issue de leur exploitation, et qu'ils les réhabiliteraient en mode agricole. Et nous les réachèterons, nous les achèterons pour pouvoir faire une extension de la ferme, enfin en tout cas des terrains qui leur sont confiés. Et là, j'ai bien l'ambition que lorsqu'ils auront récupéré une valeur agronomique suffisante, parce que quand c'est du terrain reconstitué, il faut un petit peu de temps, mais quand ils auront récupéré une valeur agronomique satisfaisante, qu'ils puissent se faire des légumes bio en grande série pour justement répondre à cette obligation et cette nécessité de manger plus de bio dans les restaurations collectives. Voilà, je suis à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'explications.
Merci Agnès, donc je continue la parole. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc l'idée c'était effectivement de pouvoir valoriser votre retour d'expérience avec les outils que vous avez utilisés, autant méthodologiques que juridiques, et l'idée aussi de voir que ce type de projet est comment dire est repris ou bien en tout cas est développé, ces formes de projets sont développées sur d'autres territoires. Donc je me dépêche parce que on arrive bientôt à la fin et l'idée c'est d'avoir un petit temps d'échange quand même. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions sur le chat d'ailleurs. Je voudrais terminer rapidement sur comment suivre, évaluer et valoriser les actions réalisées. Ah, je vois qu'on a un problème. Ah, ça c'est embêtant. Oui, oui, effectivement, ça arrive parfois. C'est dans les petites surprises d'Adobe Connect. Parfois, malheureusement, le PDF n'est pas entièrement transcrit. Tu m'entends? Refaire comme rapidement. Oui, je vais Ouais. essayer de repartager le Voilà. document. Voilà, tu peux éventuellement le lancer sur ton ordi et partager ton écran. Ce qu'on peut faire aussi, Amélie et Agnès et Louise, c'est prendre des questions éventuellement qui seront traitées par vous après par écrit, que je mettrai sur le chat de la e-communauté transition énergétique du CNFPT. Hein, de façon à pouvoir répondre calmement, tranquillement aux premières questions qui viennent. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà été traitées par Louise. Hein. Oui, mais si on avait d'autres qui venaient, donc de toute façon, il y aura un espace de chat où je mettrai le compte-rendu de ce webinaire avec la vidéo et bien sûr le support. Et également le lien qu'a transmis Amélie vers l'autre vidéo. Et là, tous les participants et participantes pourront encore interagir. Voilà, tout à fait. Et donc il y a également un lien de présentation de la vidéo. Du coup, on l'a pas présenté pour pas voir les problèmes techniques, mais il est dans le diaporama. Je pense qu'il y a un micro qui est encore allumé. Tu pourrais peut-être éteindre parce que ça fait l'écho avec ma présentation. Merci beaucoup. Donc j'espère que vous voyez bien la dernière diapo en fait sur le suivi des coûts, de l'évaluation des méthodologies utilisées et la valorisation et la communication pour les autres acteurs. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir suivre tous les coûts de développement, de concertation, de réalisation, de mise en œuvre et d'exploitation pour avoir vraiment ne pas dépasser les budgets, bien les anticiper et pouvoir aller jusqu'au bout à terme en fait de la mise en œuvre des projets. Agnès avait présenté tout à l'heure aussi la possibilité d'avoir des subventions selon les types de projets. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça peut permettre d'imaginer des opérations un petit peu plus importantes en fonction des budgets alloués au départ. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un bilan de ces coûts pour pouvoir imaginer des perspectives sur d'autres actions. Ensuite, il est important de pouvoir évaluer les méthodologies utilisées. Donc, je le disais tout à l'heure sur le besoin de concertation, le besoin d'accompagnement des acteurs tout au long de la mise en œuvre des projets. C'est important de pouvoir mesurer aussi la satisfaction sur les territoires, ce qui peut permettre de les mobiliser ensuite sur la réalisation d'autres actions. On peut le faire avec des indicateurs d'efficacité, donc d'efficacité de mise en œuvre. Pour mémoire, un indicateur d'efficacité doit être SMART, c'est-à-dire simple, mesurable, accessible, révélateur et temporel. Donc il y a des méthodologies qui existent et on peut même s'appuyer sur des normes, notamment la norme ISO 9000 qui permet de pouvoir évaluer justement l'efficacité de la mise en œuvre des actions. Et donc l'idée c'est de pouvoir valoriser ces actions, de communiquer auprès de tous les acteurs et auprès d'autres territoires. On va vers une exemplarité de projet qui est un gage de confiance et donc de mobilisation des parties prenantes. On peut aussi valoriser par le biais de journées thématiques, journées découvertes, encore une fois pour mettre en avant ce qui a été fait et encore une fois sensibiliser et faire participer les citoyens. Et on en arrive à la détermination de projets donc modélisables et applicables et duplicables à d'autres territoires. Ça représente des réalisations vraiment concrètes, une crédibilité politique de la volonté de mise en œuvre de cette transition écologique et énergétique qui peut être vraiment importante à mettre en avant.
pour conclure, je vais peut-être rester sur mon support si on le voit. Donc, l'idée, c'est de, on le disait, bien connaître les territoires et les besoins et les contraintes qui sera gage de réussite d'intégration de nouveaux projets. Donc, ça passe par une favorisation, ça passe par une coopération, pardon, de tous les acteurs d'un même territoire. Donc, je vous invite vraiment à voir la petite vidéo sur l'EIT puisque on est sur la mise en avant vraiment de l'animation des acteurs hein, sur le territoire. On sort d'une approche anthropocentrée pour aller vers une approche écosystémique d'un projet, qui soit d'aménagement d'infrastructures, comme l'exemple de la ferme Montbonneau où voilà, plusieurs acteurs locaux ont participé à la construction du bâtiment, à l'approvisionnement de la matière première pour cette construction, à l'approvisionnement des productions locales, etc. Et donc l'idée c'est de pouvoir décliner cette nouvelle méthodologie à tous les projets. Voilà, merci de votre écoute. Je vais essayer de retourner sur le document. Alors oui, un grand merci à Agnès, Amélie et Louise. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Ça tombe bien parce qu'on arrive au bout de ce webinaire. Encore une fois, merci. Ah oui, il y avait quelques questions, Louise. Bon, on a encore 3 minutes pour les questions. Je ne sais pas si. Alors Julien, moi j'ai une question, si vous me permettez. Voilà, donc si vous pouviez couper les micros par ailleurs. Alors c'est une question j'adresserai d'abord à Agnès et Amélie et Louise pourraient compléter. Hein. C'était sur la question que Agnès soulevait de la volonté des élus, donc qui était visiblement incontournable pour mettre en marche ces projets. Et je voudrais savoir, Agnès, si vous avez auprès des agents qui nous écoutent 3 idées d'argumentaire que les agents pourraient donc soumettre aux élus pour arriver à les convaincre de s'impliquer dans ce genre de projet. Voilà. Oui. Alors maintenant c'est beaucoup plus facile parce que les circuits courts, la résilience alimentaire, les produits de qualité, c'est devenu très très à la mode et heureusement. Mais à l'époque c'était un petit peu plus compliqué. Donc c'est vraiment participer et entraîner la transition. Je crois que vraiment le travail des élus, c'est de faire en sorte d'être exemplaire. Et donc c'est notre boulot et il faut le faire. Et bon, on peut aussi travailler avec le monde agricole pour faire évoluer les choses. Bon alors ça, sur le plan global, c'est pas toujours facile, mais voilà, hein, c'est participer à au mode de vie futur pour que ce soit encore vivable. Voilà. Merci. Peut-être qu'Amélie ou Louise souhaiteraient compléter. Oui, je peux compléter en fait sur la valorisation des actions. L'idée, c'est d'avoir vraiment une mobilisation des acteurs, de pouvoir mettre en avant un partenariat. Je pense que quand on parle d'efficience, quand on parle d'efficacité, quand on parle de meilleure façon de produire, de pouvoir aussi créer des emplois, de se réapproprier justement les territoires, ça, ce sont aussi des arguments qui peuvent être mis en avant sur la mise en œuvre de projets. Dans l'application des méthodologies, notamment sur une bonne détermination des coûts, parce que voilà, c'est aussi le nerf de la guerre de pouvoir réaliser des projets. Quand on est vraiment sur quelque chose, quand on est dans cette recherche d'efficacité, dans cette recherche méthodologique en amont, on va pouvoir rassurer aussi les élus sur des projets qui vont pouvoir être mis en œuvre plus rapidement quand on s'y prend bien en amont. Et c'est vrai qu'on a un cadre réglementaire qui commence à être voilà, sur lequel on peut s'appuyer aussi pour faire valoir des actions. Donc là, je pense qu'on peut, on a matière en fait à faire des propositions qui seront, comme le disait Agnès, qui seront peut-être plus faciles aujourd'hui à entendre qu'il y a quelques années par rapport aux difficultés. Et Louise, je ne sais pas si tu veux compléter sur les aspects peut-être juridiques et le cadre réglementaire favorable. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça vient compléter ce que tu disais, ce qu'Agnès disait. C'est-à-dire qu'on a quand même de plus en plus d'objectifs qui sont fixés par la loi, tant par le Code de l'énergie que le Code rural et le Code de l'environnement. Et en fait, tous ces objectifs, pour pouvoir y répondre et pour pouvoir les atteindre, il faut mettre en place des actions et les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, étant donné que la réglementation, on va dire que c'est un argument dur
pour les élus, c'est peut-être, on va dire, un levier qui peut les amener à changer de position et à prendre l'élan pour mettre en place ce genre de projet. D'accord, merci à vous trois. Julien, je te laisse clore. Merci, oui, effectivement, merci. Encore une fois, n'hésitez pas, alors je rassure tous ceux qui attendent cette présentation, la vidéo du webinaire, les liens, etc. Tout ça sera dans la rubrique forum de votre e-communauté. Merci à tous les participants et participantes, merci aux intervenantes, merci à Emmanuel. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à en faire part sur le forum de la e-communauté transition énergétique du CNFPT. À bientôt. Au revoir.